Donc voilà, pour moi c'est un peu la déception, et donc on en arrive au bilan, non pas au bilan, pardon, projection pour l'intersaison. Est-ce que Joel Guidé, ce n'est pas le cas à régler? J'ai parlé un peu de la cartouche, le contrat de Bertans. Une des seules autres cartouches, possibilité de trade cette saison, c'était Joel Guidé, justement, qui est encore de son contrat rookie, mais comme il a été drafté très tôt, il était à quoi? Il est à 6, entre 6 et 8 millions encore, donc voilà, ça aurait pu être échangé, ça aussi, plus tôt. Qu'est-ce qu'on fait avec Joel Guidé? Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce qu'on le remplace et on s'assoit un peu sur le côté, son passing de génie, plus un profil qui est atypique mais qui a de grandes forces? Est-ce qu'on s'assoit pas un peu sur ses forces pour avoir un joueur avec moins de compromis et moins de faiblesses, peut-être? Sans doute, probablement. Après, c'est vrai que la complication qu'il y a avec le cas de Joel Guidé, c'est qu'on arrive bientôt en fin de contrat, puisqu'elle a été draftée 2021, donc il va arriver en fin de contrat en 2025, 4 ans de contrat en rookie, drafté au premier tour. Il peut, dès cet été 2024, en anticiper, signer une prolongation, qui ne prendra effet que l'été prochain. Donc là, on a un moment charnière. C'est un moment charnière parce que soit on le prolonge maintenant, cet été ou l'été prochain, ou soit on l'échange maintenant, en fait. Mais là, on arrive un peu à une croisée des chemins, sachant aussi que, d'autant plus, je rajoute, forcément, sa cote sportive, elle est au plus bas maintenant. Alors que peut-être qu'il y a quelques mois, elle aurait été assez haute. Comme dit, il sortait d'une saison 2023 où il était titulaire d'une bonne équipe d'OKC qui avait fait le play-in, qui était compétitive. Puis voilà, il avait ce passing génial, et on n'avait pas encore vu que dans des contextes plus compétitifs, les faiblesses ressortaient autant. Donc là, c'est le cas. Donc c'est un peu toute la question pour moi. C'est est-ce que tu le prolonge pour pas le perdre pour rien, pour ensuite plus tard, d'ici du moyen terme, pouvoir le rééchanger contre d'autres assets, en misant un peu sur le fait que tu vas arriver à le relancer, mine de rien. Est-ce que tu l'échanges maintenant, mais sa cote semble être au plus bas? Est-ce que tu le laisses partir, tu le prolonges pas forcément, et que voilà, ça se trouve l'été prochain, si tu le prolonges pas de manière anticipée, quelqu'un va mettre un chèque sur la table et ce sera peut-être un peu trop pour toi pour s'aligner dessus, ça te fera peut-être trop cher pour s'aligner dessus. Enfin, tu pourras, mais peut-être que tu jugeras que si quelqu'un vient mettre un gros contrat, tu peux pas t'aligner parce que tu trouves que c'est trop cher, et donc tu le perds pour rien. Donc voilà, le cas de Joel Guidé est un peu un point clé, j'ai envie de dire court terme, même déjà cet été, pour moi. Parce que s'il y a une bonne opportunité, et je pense que dans le référentiel, Joel Guidé, pour moi, j'aimerais bien le voir relancer ailleurs, parce que le joueur est à ce point atypique, certes, mais avec des forces tellement intéressantes que j'aimerais bien le voir tester un peu plus, encore un peu plus longtemps, en tout cas, on va dire. Mais dans le référentiel OKC, c'est vrai que le projet a avancé beaucoup plus que lui. C'est un constat qu'on a fait cette saison, qu'on a répété maintes fois cette saison, c'est que l'explosion du niveau de l'équipe a été beaucoup plus rapidement comparé à la dynamique de progression de Joel Guidé, qui est lente, mais c'est normal que ce soit plus lent, surtout avec un profil, comme dit, sur le papier à ce point atypique. Mais c'est vrai que au final, quand on fait le bilan, on est un peu obligé de remarquer qu'il n'y a plus le temps, quoi. Il n'y a plus trop le temps d'attendre, il n'y a plus le temps de temporiser et d'attendre une certaine progression qui va venir. Non, là, OKC, ça joue le titre dès cette saison et dès l'an prochain aussi. Donc voilà, peut-être que ça peut faire partie, non pas des assets en termes de contrat, de taille de contrat, mais peut-être que pour certains, ça peut être aussi un plus. Si tu fais un échange pour un package, avoir un jeune de plus à mettre dans la balance, c'est toujours ça. Donc voilà, le cas de Joel Guidé, je ne vais pas non plus trop développer, on le fera peut-être cet été quand il se passera des choses, mais pour moi c'est un point clé de l'intersaison. Est-ce que tu le prolonges? Est-ce que tu le prolonges pas? Est-ce que tu l'inclus dans un échange en tant que jeune, à rajouter à des pics plus un jeune, plus un contrat, ça peut te faire avoir à quelque chose peut-être. Et puis ensuite, niveau contrat, niveau joueur, nous avons Isaiah Joe et Aaron Wiggins qui ont une team option. Donc là, la question c'est est-ce que l'équipe, l'option qui peut être activée par l'équipe, est-ce que OKC va activer cette option, ou est-ce qu'ils vont ne pas l'activer pour leur faire un geste et ensuite les prolonger pour un contrat plus gros et plus long aussi, mais surtout plus gros. Ça aussi, ça peut être une possibilité à mon sens, un peu de les récompenser, de pas activer cette team option qui est très peu chère. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, on n'en a même pas encore parlé, mais OKC, ils ont des assets pour faire des gros coups. Je regrette un peu, j'ai regretté un peu qu'il n'ait pas fait un coup, non pas forcément un gros coup, mais un coup au moins cette saison. Là, je pense qu'on arrive à la croisée des chemins, et là, je pense que c'est le moment. C'est le moment de renforcer en faisant un coup. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas par quoi ça va passer, parce que d'un côté, on a pas mal d'assets, on a en termes de tours de draft, notamment, vous le savez, mais ils ont 13 tours de draft, 13 futurs premiers tours de draft à échanger, et 20
2e tour de draft. Donc voilà, ça fait beaucoup. On a vu que des superstars partaient pour 3, 4, 5, 6 tours de draft parfois. Bon, voilà. S'il y a une star disponible, OKC peut se mettre sur les rangs avec ses 13 futurs premiers choix de draft. Donc ça, c'est bien. Plus les 20 second tours de draft aussi, c'est toujours utile pour aller chercher enfin voilà, ce qu'ils n'ont pas fait cet hiver d'ailleurs, pardon, tel ou tel role player, tel ou tel 3&D, petit contrat ou petit ajout, tu payes 2 ou 3 second tours de draft et puis tu rajoutes ça, donc ça c'est une possibilité aussi. Et donc ça c'est pour l'aspect trade, mais il y a aussi un aspect de salary cap, évidemment, puisque OKC va faire partie des équipes qui ont beaucoup de place sous le salary cap. J'ai regardé les projections de Bobby Marks, qui n'a pas été un très bon GM, assistant GM côté Brooklyn, hein, vous savez, il a été assistant du fameux Billy King qui avait fait le trade Tatum, enfin pas Tatum, mais le Paul Pierce et Kevin Garnett contre les joueurs qui deviendront Tatum et Jaylen Brown. Mais bref, donc c'est l'expert salary cap de ESPN et qui projette lui autour de 33 millions dans le salary cap. 33 millions à dépenser sur le marché des free agents cet été. D'après ce que j'ai vu, hein, quand il inclut les salaires des futurs premiers choix de draft de 2024 pour OKC donc 33 millions, c'est pas mal. Ça fait quand même beaucoup. Le problème, c'est ça le problème, c'est que la classe de free agent 2024, vous le savez, elle est pas top. Hein, elle est vraiment pas top. Dans les free agent stars, si vous voulez, on a du Tobias Harris, on a du James Harden, on a des noms comme ça. Bon, c'est pas génial. Après, niveau free agency, il y a un nom. Il y a un nom qui ressort et on ne sait pas s'il va venir, ou plutôt revenir, puisque c'est Paul George. Et oui, c'est Paul George, le gros free agent de cette intersaison 2024. On sait que les Clippers, apparemment, ne veulent pas trop lui offrir un contrat max, alors que lui, c'est ce qu'il veut. 33 millions, je suis pas sûr qu'OKC, actuellement, en l'état, aurait les atouts, mais comme dit, ils peuvent aussi faire un peu de ménage. Hein. Ils peuvent faire du ménage avec Josh Giddey, qui est à 6-8 millions, Kenrich Williams aussi, qui est à 6-8 millions. Voilà, potentiellement, je pense qu'ils peuvent se dégager plus que 33 millions. Le cas Paul George, encore une fois, je ne veux pas faire du basket fiction, mais oui, ce serait génial, c'est exactement ce qu'il faut, mais pour l'instant, on ne va pas trop développer dessus parce que si ça se fait pas. Et après, les autres free agents, c'est quoi ? C'est LeBron James ? Non, je pense pas. Sauf si OKC draft Bronny James. Mais Klay Thompson, je suis pas sûr. Tobias Harris, on l'a dit. Harden. Siakam aussi, mais Siakam, est-ce qu'il n'y a pas un deal un peu wink-wink, clin d'œil, déjà un peu avec Indiana ? Ou est-ce que lui, de toute façon, là, ils sont en finale de conf, est-ce qu'il va pas vouloir poursuivre l'aventure aussi, vu que ça se passe bien ? Hayward aussi, parmi les contrats finissants, les gros contrats finissants, mais je suis pas sûr qu'il re-signe. DeRozan, Kyle Lowry. Bon, voilà, on est quand même pas sur une méga classe de free agent 2024 énorme. Evan Fournier, D'Angelo Russell, OG Anunoby, ça serait cool, mais là encore, pareil, comme Siakam, est-ce qu'ils n'ont pas fait l'échange, les Knicks, avec un petit wink-wink, clin d'œil, on fait l'échange, t'es en fin de contrat, mais sache qu'on a déjà négocié un peu, on est plus ou moins d'accord sur une prolongation. Et après, c'est vrai qu'on arrive sur une catégorie de free agent qui est quand même un peu moindre. Alors, il y aurait du KCP potentiellement, mais qui a une player option et c'est pas sûr qu'il la prenne. Et en plus, s'il la prend pas, c'est peut-être pour prolonger pour plus cher ou pour plus longtemps, en tout cas à Denver, donc c'est pas sûr. Mais oui, ce serait absolument génial. Hein, ce genre de 3&D, c'est exactement ce qui manque. Il y a un peu un manque de profondeur là-dessus sur des défenseurs qui sont à ce point viables à 3 points. On a vu que Cason Wallace, Lou Dort, etc. Bon, ça manquait un peu de ce côté shot-making. Donc voilà. Donc je pense que ce côté KCP, Gary Harris aussi, Caleb Martin aussi, qui a une player option, mais lui aussi pourrait ne pas la prendre pour avoir un nouveau contrat plus long et plus gros, peut-être. Caleb Martin serait cool aussi. Taurean Prince, Kelly Olynyk, voilà, ce genre de 3&D, pour pas très cher, pas hyper cher, ça pourrait être assez intéressant. Mais voilà, sur le côté star de free agency, d'une part, il y a soit des stars qui sont pas très intéressantes pour OKC, hein, soit des vieux, soit des plus très bons, soit les deux d'ailleurs. à part Paul George ni au free agency, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, c'est vrai que pour les trades, il y a aussi une autre limite, c'est que ok, t'as les atouts en termes de pick, en termes de pick de draft que tu peux mettre pour attirer et pour faire un package intéressant, mais il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre des salaires, en fait. Et donc, c'est là qu'on arrive aussi à la limite, pour l'instant, de OKC et de la structure de l'effectif qui est assez particulière, qui est que tu as le gros contrat de SGA. Donc, ça, c'est 35 millions, 38 et 40 sur les 3 prochaines années. OK. Tu as Lou Dort, qui est le seul contrat de taille à peu près moyenne. Et en fait, après, tu n'as que des jeunes.
T'as Chet Holmgren, contrat rookie, même si, 10 millions l'année, mais de toute façon, il n'est pas échangeable, évidemment. Mais après, c'est Josh Giddey, comme on a dit, 8 millions, peut-être échangeable. Kenrich, qui est à 6. Kayson Wallace, qui est à 5, rookie. Ousmane Dieng, qui est à 5, qui est rookie. Jalen Williams, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Lindy Water aussi. Bref, le problème aussi pour les trades, pour OKC, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de marge de manœuvre, en fait. C'est là-dessus où, comme dit, la cartouche Davis Bertans, elle a été grillée sur n'importe quoi. C'est vraiment dommage. Parce que voilà, Hayward, maintenant, 31 millions pour cette année 2024, mais il ferait bien de cet été, donc ça ne compte pas. Donc en fait, c'est aussi la limite, c'est que, certes, il y a pas mal de choix de draft, ok, mais en même temps, voilà quoi. Comment tu fais pour aller chercher une star avec un gros contrat? Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Tu peux bricoler avec du Lou Dort qui est à 16 millions, 17 l'an prochain, oui. Plus Kenrich, plus Josh Giddey. Ça fait du quoi? Ça fait 16 plus 8, 24, plus Kenrich qui est lui aussi autour des 6-7. Ouais, t'arrives à 30 millions, quoi. Mais c'est pas énormissime. C'est pas énormissime. Après, je crois qu'ils peuvent absorber plus d'argent que ce qu'ils n'envoient parce que justement, ils ont du cap space. Mais bref, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais plus globalement, en tout cas, l'idée générale, c'est que dans ce genre d'échange, il faut un certain équilibre des salaires. Et c'est ça qui va être compliqué. Ça qui va être compliqué à OKC, c'est qu'il n'y a pas non plus de joueurs que tu veux échanger absolument. Lou Dort, ce serait cool de le garder, quoi. Donc si tu utilises Lou Dort pour un échange, t'as la valeur de l'échange, mais tu le perds, quoi. Donc voilà, c'est un peu particulier aussi la situation de OKC. Ils ont du cap space l'année où il n'y a pas de joueurs intéressants en free agency, en tout cas pas des tonnes. Donc c'est un peu un problème. Après, si on va un peu sur le terrain des trades, c'est vrai qu'il y a quand même des atouts intéressants. Je pense que le plus intéressant, sans doute, ce serait Mark Allen, parce que il est en fin de contrat, mais il a un contrat qui est de taille relativement, par rapport à sa valeur, il a 18 millions l'année, c'est rien du tout. Je pense que lui, c'est un cas où tu absorbes très peu d'argent par rapport à la valeur sportive que tu pourrais arriver à en tirer. Donc Mark Allen, ce serait génial. Après, est-ce que Utah est vendeur ou pas? Est-ce que Utah va pas vouloir le prolonger d'abord un premier temps pour ensuite l'échanger d'ici 6 mois, 8 mois, 1 an et demi, peut-être, pour pas le perdre pour rien, justement, ou pour pas le perdre pour pas grand-chose, parce que là, en fin de contrat, t'auras moins d'assets en échange en fin de contrat que s'il avait encore 4 ans et demi de contrat actuellement, enfin, sur lui, je veux dire. Bref, vous avez compris, j'espère. Mais Mark Allen, oui, Mark Allen, ça pourrait être génial, parce que 18 millions l'année, c'est pas si cher que ça, quoi. Donc ça reste un peu dans le range possible pour OKC, ça apporterait du spacing, évidemment, il y aurait des compromis défensifs, mais le pari se tente. C'est pas idéal, c'est loin d'être idéal, mais c'est une possibilité. Bon, il y a toujours la possibilité à Michael Bridges, évidemment, qui lui aussi serait génial dans ce rôle de 3&D d'élite, en fait, parce que on a bien vu, on pouvait s'en douter, certains d'entre nous le disaient, mais bon, le côté créateur et go-to-guy de Michael Bridges, ça marche pas trop quand t'as pas tous les mid-range qui rentrent comme sur 2 mois en 2023, fin de saison. Mais Michael Bridges, oui, ce serait génial. Et eux, ils auraient les atouts pour aller le chercher. Je sais pas à quel point est-ce que Brooklyn est vendeur ou pas, toujours la question. Mais voilà, un peu dans les cibles potentielles, on se le fait rapidement. Caruso aussi, un cran en dessous, mais Caruso, ça pourrait être cool, même s'il n'y a pas forcément le shoot, mais un peu le côté feu follet en défense, et puis que connecteur en attaque avec son passing, ouais, ça serait assez cool. Bon, pas une pièce centrale, mais une pièce à rajouter en termes de profondeur, ce serait génial. Et puis après, est-ce qu'un Zach LaVine pourrait être disponible, et est-ce que surtout un Zach LaVine pourrait intéresser OKC? Je ne sais pas. Pour le coup, Zach LaVine, il a pas mal d'années de contrat encore. Il est payé cher, c'est vrai, mais ça ferait du bien à un shooter d'élite. Pour le coup, surtout dans cet effectif où tu lui demanderais pas de créer tant que ça, lui-même balle en main, qui est un peu la faiblesse. Si tu le mets un peu dans un rôle de finisseur ultime, shoot plus off-ball, shooter off-screen, pour apporter un peu cette variété tactique un peu, ça pourrait être cool. Bon, après avoir l'état du projet Chicago, avoir le prix demandé, etc., etc. Et je me demande, je veux pas te faire trop long sur le côté intersaison et basket fiction, mais je me demande à quel point, si Jarrett Allen est disponible, ça pourrait pas être cool. Parce que c'est un peu toute la question avec ce projet, avec Chet Holmgren, c'est que la valeur de Chet, comme on l'a dit, c'est la valeur structurelle d'un protecteur de panier qui sait shooter à 3 points. Donc, potentiellement, tu peux, comme il est bon en défense en tant que protecteur de panier, tu peux mettre que des extérieurs qui savent shooter autour. Et donc, tu as un 5-out complet. Ok. Mais à quel point est-ce que on pourrait pas aussi partir sur une possibilité de jouer les deux ensemble avec Jarrett Allen? Soit sinon, ils jouent un peu ensemble, et puis ensuite, un peu aussi avec des minutes un peu stagger, comme on dit, un peu séparés les uns des autres. Mais voilà, il y aurait aussi ce choix, potentiellement, le choix un peu plus défensif. Ok, tu perdrais un peu en spacing, en 5-out, tu perds,
Mais à quel point est-ce que le compromis de shoot n'est pas un peu rattrapé par tout ce qui pourrait t'apporter en termes de verticalité, un peu de passing sur short roll, et puis la défense aussi, défense d'arceau. Voilà, c'est une question. Je sais pas, hein, mais ça pourrait être un pari intéressant si on va dans cette direction, un peu comme Memphis par exemple l'a fait en mettant des pivots défensifs à côté de Jaren Jackson pour mieux l'optimiser encore. C'est une possibilité. Est-ce que moi je ferai ce choix ? Je sais pas. Je sais pas parce que j'aime beaucoup cette valeur structurelle du 5-out. J'avoue qu'en dans un premier temps, je tenterai plutôt le côté on va blinder les lignes extérieures et le périmètre avec des shooters. Et puis poussons cette idée jusqu'au bout, et si ça marche pas, ok, on ira prendre un Jarrett Allen ou un mec comme ça à mettre à côté de Chet Holmgren, mais je serais plutôt de cet avis-là. Bon, après, j'ai pas non plus envie de développer sur des pistes un peu, est-ce que Jimmy Butler va être disponible ou pas ? Est-ce que Garland va être disponible ou pas ? Mitchell aussi, est-ce que Mitchell va être disponible ? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais voilà, je veux pas non plus, comme dit, je veux pas aller là-dessus, mais pour moi, l'idée générale, c'est il faut renforcer un peu la profondeur de l'effectif. La profondeur en termes de déliés et notamment de compétences de shoot et de mecs qui sont viables et en défense et au shoot un peu plus qu'actuellement. Donc le type, l'archétype KCP évidemment. Plus faire un gros coup si on peut, parce que il y a la possibilité et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis aussi, on l'a pas encore abordé, mais c'est la question du backup 5. Ça, c'est vrai que pour moi, ça pourrait valoir le coup de se pencher un peu dessus, parce que on a vu que là, c'était un peu choisis ton poison, peut-être pas, mais il n'y avait pas de bonne solution. Pas de bonne solution. On a fait toute la saison avec soit Jalen Williams, qui est un peu un profil offensif, soit Kenrich Williams, qui est lui un ailier de formation et qui a joué un peu backup 5, parce qu'il peut tout faire, hein, Kenrich Williams, petit joueur hipster très cool. Mais voilà, peut-être que ça manque un peu. Peut-être que ça manque d'un vrai backup ou d'un peu de compétences dans ce secteur-là aussi. Ça ferait pas de mal. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.